Je propose qu'on commence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle, Jean-Laurent Brassieux. Je suis, responsable de la fonction, technique chez PKF Arcelon à Paris et donc je suis très heureux de vous voir si nombreux, pour ce webinaire consacré aux normes IFRS et plus spécialement aux problématiques liées à la clôture au 30 juin 2023 donc qui va nous occuper, un certain nombre, les mois à venir. Je voudrais donc tous vous remercier, de votre présence et je tiens, aussi à faire un salut amical à nos amis de PKF, Luxembourg qui sont joints à nous ce matin et que je salue chaleureusement ainsi que leurs clients. Alors, de quoi va-t-on parler, au niveau pratique? Donc, au niveau pratique, le support qui vous sera présenté vous sera envoyé, en format PDF après la présentation. Concernant les questions, que c'est toujours quelque chose d'assez compliqué parce que, ça prend bon, on a un timing assez serré, donc je vous propose plutôt, si on a le temps enfin, je prendrai peut-être quelques questions, mais je pense que le mieux, c'est de poser vos questions dans le chat, en étant le plus précis possible dans les circonstances et on répondra à votre question en laissant avec votre mail, on vous enverra un mail. Voilà, au niveau pratique. D'autre part, donc la séance est enregistrée et sera, visible sur YouTube, Léa, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, donc ça sera mis sur YouTube, donc vous pourrez, On vous enverra le re PDF et le lien qui redirige vers la vidéo sur YouTube. voilà et donc vous pourrez voir et revoir à loisir, cette présentation. Alors donc, de quoi va-t-on parler, ce matin? Donc, on va revenir un petit peu, je pense que c'est important de revenir un petit peu sur le contexte général, de cet arrêté. On avait déjà connu un arrêté assez compliqué au 31 décembre, mais malheureusement, on va avoir les mêmes difficultés. Après, quelques mots sur les nouveaux textes obligatoires en 2023. Donc c'est pas un grand cru. Alors, heu, petite précision, nous ne parlerons pas d'IFRS 17, hein, qui ne traite que des problématiques d'assurance, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très sectoriel et en plus je serais, en difficulté de vous présenter cette norme. Donc, nous ne parlerons pas d'IFRS 17. Donc nous parlerons des nouveaux textes obligatoires 2023, pas un grand cru, c'est ce que je vous disais. Quelques nouveaux les textes qui ne sont pas encore applicables, mais qui se présentent, et donc à ce titre, nous ferons un focus sur 2 textes qui me semblent importants, qui sont sur les accords de financement des fournisseurs, ce qu'on appelle le reverse factoring, heu, en anglais, mais donc ce sont des accords assez spécifiques et qui posent quand même pas mal de problèmes, qui nous ont posé pas mal de problèmes et qui sont là, ont été traités par un amendement. Nous parlerons aussi d'un amendement IAS 12 qui concerne, les nouvelles règles, OCDE, le pilier 2 de l'OCDE. Quelques mots après sur la réforme des retraites et des conséquences comptables. On n'ouvrira pas à nouveau le débat sur les retraites, hein, mais on parlera des conséquences comptables de cette réforme. Une décision de l'IFRIC, de l'IFRC Interpretation Committee, sur IFRS 16, une réponse de la CNCC, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes française, euh, qui a, qui a posté aussi une réponse, qui concernait IFRS 16. Et enfin, quelques mots sur l'exposé sondage qui est en cours sur IFRS 9 et IFRS 7, hein, c'est-à-dire sur les instruments financiers en termes de présentation et d'évaluation. Ça sera très rapide, mais je pense que c'est quand même également important. Donc, voilà de quoi on va parler ce matin. Donc, je vous propose tout de suite de passer au contexte général et donc le contexte macroéconomique tel qu'on le connaît actuellement,
est pas forcément très réjouissant, avec une inflation qui est toujours importante, hein. Je vous ai présenté un petit slide, à côté, un petit graphe qui vous présente un peu les évolutions de l'inflation, plutôt la hausse des prix que l'inflation. J'aime mieux utiliser le terme hausse des prix que inflation, mais une hausse des prix qui est quand même encore importante, même si on peut noter une certaine décroissance, des perspectives de croissance économique qui sont toujours incertaines, des grosses disparités entre les secteurs et les zones géographiques. Donc, ce qu'on peut dire pour un secteur dans un pays ne sera pas forcément vrai pour un autre pays ou pour un autre secteur. Malheureusement, la crise ukrainienne qui est toujours en cours, des problématiques d'approvisionnement telles qu'on a pu les connaître, notamment des problématiques au niveau de l'énergie, des taux d'intérêt qui sont élevés, hein. Je je regardais je regardais ce matin, le taux des OAT, 10 ans, qui est souvent le taux dont on se sert, comme référence pour les taux d'actualisation sur les flux futurs. On était à plus de 3 ce matin, alors qu'au 31 décembre 2021, on était à 0,2. Donc vous voyez quand même ces problématiques de hausse des taux d'intérêt. Des problématiques de faillite, de quelques faillites bancaires, dont on a tous entendu parler, des problématiques de personnel, des comportements de plus en plus versatiles des consommateurs et une volatilité des marchés financiers. Alors, ce 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 cet inventaire à la prévère des difficultés économiques fait que, bien évidemment, notre arrêté comptable va être un peu plus compliqué. Alors, si on passe à la slide suivante, donc au niveau de comment tenir compte de ces conditions macroéconomiques pour une clôture intermédiaire. Alors, je vous rappelle que la norme qui s'applique, en matière d'information financière intermédiaire, c'est la norme IAS 34 et qui précise que dans les états financiers intermédiaires, l'entité doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles qu'elle utilise pour ses états financiers annuels, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une période distincte, hein. Donc, on est dans un contexte d'arrêté, comme pour les comptes annuels, hein. Alors les sociétés doivent fournir un certain nombre d'explications sur les événements et les changements intervenus depuis la date de publication du dernier rapport annuel, qui sont importants pour comprendre l'évolution de la situation financière et de la performance économique de l'entité. Alors, petite spécificité quand même qui est prévue par IAS 34, hein, c'est que les coûts qu'une entité encourt égale par rapport à la période annuelle doivent être anticipés ou différés à une date intermédiaire, si et seulement si il est approprié d'anticiper ou de différer ce type de coût à la fin de la période annuelle. Alors, on a bien évidemment comme exemple l'impôt sur les sociétés, on reviendra sur ce point. On a sur la participation des salariés, les ristournes, les bonus qui ne sont pas forcément des charges qui se répartissent de façon équitable tout au long de l'année. Donc ça, c'est prévu. Et donc, ce qui veut dire que dans ce contexte économique qui est perturbé tel qu'on l'a vu, l'établissement des états financiers intermédiaires réclame plus qu'une simple mise à jour depuis les derniers états financiers annuels, mais vraiment un arrêté tel comme on le conçoit pour les comptes annuels. C'est vrai que dans certains cas, on avait tendance tous, hein, à considérer que l'arrêté intermédiaire, c'était simplement le suivi des comptes, des derniers comptes annuels, avec bah, évidemment la mise à jour au niveau de l'activité, mais pas nécessairement de se replonger dans un certain nombre de tests, par exemple, comme les tests de dépréciation, les évaluations des engagements sociaux. Bon, on pouvait faire des extrapolations, des choses comme ça. Je pense que maintenant, compte tenu du contexte, c'est ce genre de simplification qu'on a pu utiliser dans le passé peuvent se révéler quand même relativement difficiles à justifier et notamment vis-à-vis des utilisateurs qui attendent de l'information financière intermédiaire la même qualité que l'information financière annuelle, hein. Donc on peut c'est simplement c'est plus simplement qu'une mise à jour, c'est vraiment un arrêté co il doit être conçu comme étant un arrêté comptable, global. Alors, petit point d'attention avant qu'on rentre un peu dans les détails
des difficultés qui peuvent se poser, pour cet arrêté au 30 juin. Un point d'attention, alors je reprends ce point d'attention qui est la continuité d'exploitation. Les dernières présentations qui ont été faites par l'AMF, donc qui est l'Autorité des marchés financiers, insistaient beaucoup sur ce point en disant qu'ils avaient eu quand même quelques difficultés et que ce point de la continuité d'exploitation doit forcément être bien présenté et justifié. Alors, je vous rappelle que c'est vrai que ce contexte tel qu'on l'a vu, peut quand même affecter de façon importante ce principe de base qui est le principe de continuité d'exploitation. Et donc, ce qui veut dire que le management devra en tenir compte pour l'évaluation du caractère approprié de ce principe au 30 juin 2023, hein. Alors, les règles sont les mêmes que pour une clôture annuelle, ce qui veut dire qu'on va prendre en compte pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date des états financiers intermédiaires. Donc, si on veut dire que sur des états au 30 juin 2023, on se projettera à minima au 30 juin 2024 et plus si nécessaire. Alors, je vous rappelle que au niveau de la norme, il est prévu que 2 cas, si la certitude est importante. Bon, celle-ci doit être mentionnée dans les états financiers intermédiaires et donc qu'est-ce qui a justifié que le management, même dans cette, configuration d'incertitude importante, a pu, établir les états financiers selon ce principe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que même s'il n'y a pas d'incertitude importante, par exemple dans le cas où des mesures envisagées commencent à porter leurs fruits, c'est-à-dire vous avez lancé des nouveaux produits, vous avez ach le chi les chiffres sont relativement, permettent d'avoir un certain optimisme en termes de présentation et d'évolution de votre activité, mais vous n'avez pas forcément tous les effets de ces mesures. Et donc, à ce titre-là, vous avez été quand même obligé d'avoir un jugement, de faire un certain nombre de jugements et d'avoir un certain nombre d'hypothèses pour, euh, pour avoir ce principe de continuité d'exploitation. Et donc, dans le cas où vous avez quand même toujours cet aspect jugement est important, il est quand même nécessaire de mentionner les jugements qui ont permis de conclure à l'absence d'incertitude sur ce point. Donc, vous voyez qu'il y a il y a deux cas de sous-cas en termes de continuité d'exploitation. Le cas où vous avez une incertitude globale et que il n'y a pas de mesures qui permettent d'en apprécier et que c'est simplement une hypothèse que vous avez et des jugements que vous êtes amené à justifier. Par contre, dans le cas où vous avez quand même euh, une, une graduation moindre de cette incertitude, mais où vous avez quand même un certain nombre de jugements qui ont permis de dire que vous allez, vous pouvez utiliser ce principe, vous devez quand même aussi discloser ces éléments-là. OK. Alors, on va passer rapidement sur cette slide, hein, puisque c'est simplement le rappel du paragraphe 15b de la norme IAS 34 qui vous dit tous les éléments que vous devez à minima lister pour justifier en fait du passage des états du 31 décembre à des états du 30 juin. Donc, je vous propose de passer directement à la slide suivante, Léa. Alors, un des points les plus importants et sur lequel on a eu quand même aussi quelques difficultés au 31 décembre qui vont se perdurer au 30 juin, c'est le problème de la dépréciation des actifs, alors qu'ils soient non financiers ou financiers, mais c'est surtout les actifs non financiers qui nous ont posé problème. Alors je vous rappelle que le principe que ça soit, dans le cas d'une situation intermédiaire ou dans le cas d'une clôture annuelle, c'est toujours le même, hein. Heu, est-ce que vous avez un indicateur de perte de valeur? Si oui, vous devez faire un test de dépréciation, sinon c'est pas nécessaire. Et puis pour tous les actifs non financiers, non amortissables, type goodwill, vous devez systématiquement faire ce test de dépréciation. Alors, la problématique de savoir déjà, est-ce qu'on a
un indicateur de perte de valeur. Il est clair que, à mon sens et à mon avis, notamment du fait de la hausse des taux d'intérêt, je parlais tout à l'heure du taux des OAT, qui sert souvent de base au taux d'actualisation. Le fait d'avoir, pris, 2,8, en 1 an et demi, fait que clairement, la valeur de vos actifs est forcément, obérée par cette hausse des taux d'actualisation. Donc clairement pour moi, on est dans une situation, sauf cas particulier, hein, je dirais qu'il y a pas de mais on est quand même, il faut quand même toujours se poser la question de savoir est-ce que, au niveau des indicateurs, notamment des indicateurs externes tels qu'ils sont prévus par la norme IAS 36, donc taux d'inflation, taux d'intérêt, bon ça va souvent ça va souvent de pair, hein, et donc tous ces éléments-là, est-ce que c'est pas des éléments qui doivent vous conduire à constater à faire des tests de dépréciation et constater, si besoin, une dépréciation de vos actifs? Alors clairement, il faut se poser la question, sauf cas particulier, à mon sens. Bon, c'est vrai que vous avez déjà dû vous poser la question au 31 décembre, mais c'est vrai au 30 juin, il faut se reposer la question. Alors, qu'on a pu voir non, non, pardon, tu reviens en arrière, Léa? Pardon. Ce qu'on a pu voir, notamment au 31 décembre, c'est des problématiques de la nécessité d'une cohérence entre les flux de trésorerie et les taux d'actualisation au niveau de la prise en compte de l'inflation. Hein, ce que je veux dire, c'est que, c'est vrai qu'on avait un peu perdu tous l'habitude de traiter ces problèmes d'inflation et que les business plans, ou les projections d'activité à long terme, en général, n'intégraient pas cette notion d'inflation et que à partir du moment où vous prenez un taux d'actualisation notamment s'il est basé sur le taux des OAT, va intégrer, une inflation, sous-jacente, eh bien, vous devez aussi avoir des flux qui soient cohérents avec ce taux d'actualisation. Hein, donc si vous avez un business plan qui ne tient pas compte de l'inflation, donc réelle, heu, donc vous devez avoir un taux d'actualisation, qui ne tiendrait pas compte du taux d'inflation. Par contre, si vous êtes au nominal, il faut bien avoir, un taux d'actualisation, s'il intègre le taux d'inflation, votre business plan et vos projections de cash flow doivent également tenir compte de l'inflation. Parce qu'autrement, vous avez un mismatch entre les 2 qui peut conduire à quand même une certaine difficulté et qu'on a connu au 31 décembre. Donc c'est quelque chose, qui est important aussi à bien comprendre, hein. Autre point, donc la prise en compte des effets de l'inflation au niveau des coûts et des marges. Des coûts, ça veut dire que alors c'est vrai que je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de disparités entre les secteurs. Donc à ce titre, et au niveau des matières premières, c'est de la même façon, hein. Donc on peut avoir des choses des achats qui sont très impactés par l'inflation. On l'a vu notamment pour l'énergie, d'autres qui le sont moins. Et puis la problématique des marges, c'est là aussi la problématique de la possibilité de répercuter auprès de vos clients, ces hausses de matières premières et ces hausses de coûts. Et donc il faut bien faire attention à bien tenir compte des spécificités. On ne peut pas, simplement dire: «Bah, je mets 3 un taux 3 ou 6 ou 10 un taux d'inflation général», par rapport à des activités sur lesquelles on peut avoir de grosses disparités. De la même façon, la prise en compte des effets de l'inflation au niveau des investissements. On avait souvent le raccourci, de dire, bah, le montant des investissements, c'est le montant des amortissements, hein, pour avoir un certain équilibre. Bon, c'est vrai que les amortissements basés sur le passé, ne tiennent pas compte de l'inflation, alors que vos investissements dans le futur, eux, devront en tenir compte. Donc tous ces éléments-là, heu sont quand même très importants et peuvent quand même, conduire, à la constatation ou non de dépréciation, hein. De la même façon, l'impact du taux de croissance à long terme, c'est vrai qu'on avait tendance à considérer que le taux de croissance à long terme, c'était un taux, de l'ordre de 1,5 qui était, assez proche du taux de l'inflation à long terme. Donc, on
on s'inquiétait pas par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut se reposer la question aussi des impacts sur les taux de croissance à long terme. Donc vous voyez toutes ces difficultés qu'on a dû connaître au 31 décembre, mais qu'il faut également tenir compte au 30 juin. Alors, au niveau comptable, hein, je vous rappelle qu'au niveau de la norme, hein, à une fois que vous avez, par exemple, comptabilisé une dépréciation sur un goodwill, quand bien même cette dépréciation serait calculée sur une période intermédiaire, hein, en vertu d'IAS 34, vous n'avez pas le droit de reprendre cette dépréciation au 31 décembre, hein. Donc ce qui veut dire que c'est quand même faut bien faire attention à ces problèmes-là et qu'on ne peut pas simplement se dire: «Bon, bah, je vais faire une petite évaluation, je régulariserai ça au 31 décembre». Si vous avez comptabilisé une dépréciation sur un goodwill au 30 juin, elle est définitive, vous n'aurez jamais l'occasion de la reprendre. En revanche, pour les autres dépréciations, vous aurez toujours la possibilité de les reprendre. Bien, merci. Alors, on va passer un peu plus rapidement sur des choses que vous connaissez toutes, hein, tous et toutes. Donc la problématique, de vérifier les valeurs résiduelles, la durée de vie, et en cas de changement de comptabilisation prospective, hein, c'est un changement d'estimation comptable, donc il faut se poser aussi la question de savoir si le contexte actuel économique ne doit pas conduire à revoir certaines durées d'amortissement ou certaines valeurs résiduelles. Pour ce qui est des actifs évalués à la juste valeur, je pense par exemple au cas des immeubles de placement, S40, ça doit tout ils doivent être évalués à la date de clôture, donc c'est vrai que dans le passé, on avait tendance à pas nécessairement avoir des évaluations mises à jour entre le 31 décembre et le 30 juin. Là, les changements qu'on peut connaître en termes de projection économique, de risque de marché, notamment au niveau du risque, de marché immobilier, peuvent conduire à des évaluations un peu plus difficiles. Alors, pour les stocks, bon, je dirais que c'est simplement un rappel de la norme. Ils doivent être ramenés à leur valeur nette de réalisation à la date de clôture. Concernant les actifs financiers, c'est vrai que les difficultés qu'on rencontre peuvent quand même entraîner des difficultés en termes de recouvrabilité de vos créances et donc dans ce cas-là, il faut se poser la question de savoir s'il n'est pas nécessaire de revoir les pertes de crédit, et les pertes de crédit attendues, hein, en vertu d'IFRS 9 et donc de bien suivre tous ces éléments-là. Alors, de la même façon, concernant IAS 19, les avantages du personnel, hein, donc on avait souvent tendance à projeter, les différentes, ce qu'on avait au 31 décembre, au 30 juin. Là, les engage moi, je vous conseille quand même de bien revoir, s'il y a des variations d'engagement, de bien voir, heu, les de bien avoir des évaluations les plus fines possibles et au niveau des évaluations actuarielles, de bien, mettre à jour les différents éléments. Alors, avec un peu de chance, bon là, je vous ai rappelé l'Ibox, Corp, soi-disant, hein, qui est souvent un des indices heu, qu'on prend pour, l'actualisation des engagements de retraite. Bon, au 31 décembre, il était 3,77, il est 3,60, on a eu le chiffre hier, il est 3,60 au 30 juin. Donc on n'a pas une grosse variation, hein, quand on regarde par rapport à l'année dernière, parce qu'au 30 juin 2022, on était à 3,22, alors qu'au 31 décembre, on était à 0,98. Là, on avait vraiment un impact significatif. Là, vraisemblablement, l'impact sera moins significatif, mais je vous conseille quand même de revoir vos hypothèses et vos évaluations pour être le plus fin possible en termes d'évaluation des avantages du personnel. Alors, j'en parlais tout à l'heure rapidement, donc au niveau de la charge d'impôt, hein, donc selon IAS 34, la charge d'impôt sur le résultat comptabilisé pour chaque période intermédiaire est basée sur la meilleure estimation du taux d'imposition annuel pondéré attendu pour l'exercice complet, appliqué au résultat de la période intermédiaire, hein. C'est-à-dire que vous ne calculez pas votre impôt comme si c'était une période terminée. Vous évaluez le taux d'impôt sur votre année complète et vous appliquez ce taux d'impôt
aux résultats courants avant impôt, par exemple, de façon traditionnelle, c'est ce qu'on fait, sur la période intermédiaire. Alors, si vous ne pouvez pas, dans certains cas, c'est difficile, hein, puisque ça suppose que vous avez une vision très fine de de l'intégralité de votre activité sur l'année, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Donc, si vous ne pouvez pas estimer le taux d'impôt, vous pouvez prendre le taux effectif réel qui pourra donner une bonne estimation du taux d'imposition effectif annuel. Alors, toujours la difficulté au niveau de la prise en compte des crédits d'impôt spécifiques, de savoir est-ce que ceux-ci doivent être intégrés dans le taux d'impôt effectif annuel ou, euh, ou pris ponctuellement. Ça dépend, je dirais que ça dépend des crédits d'impôt et des mesures, par exemple, notamment dans le cas de mesures gouvernementales pour aider les entreprises. J'aurais plutôt tendance à dire que les crédits d'impôt doivent être pris ponctuellement. En revanche, quand on a un impact sur le taux d'impôt et une projection, par exemple, une baisse du taux d'impôt, ben, dans ce cas-là, on en tient compte au niveau global, hein. Alors ça, c'est pour le calcul de la charge d'impôt. Euh, Point particulier, c'est dans le cas où vous avez des impôts différés actifs, il faut évidemment reprendre les prévisions qui ont permis de justifier ces crédits, ces impôts différés actifs, et donc de voir avec les impôts futurs si vraiment on aura la possibilité de les recouvrer, hein. Donc faites attention à ce point-là au 30 juin. Alors, quelques points rapidement, quelques points d'attention sur lesquels il faut, dans certains cas, vous posez quelques questions, notamment par exemple sur tout ce qui est trésorerie, équivalent trésorerie. Dans certains cas, notamment dans le cas de placement à court terme, ils ont pu être classés comme étant des équivalents trésorerie. En fonction de l'évolution des risques, il est possible que ces placements changent de catégorie. Donc faites attention. De la même façon, au niveau des activités, si vous avez des activités abandonnées ou des activités en cours de cession, donc qui sont prescrites, dont le traitement est prescrit par la norme IFRS 5, donc vous reportez à cette norme. Au niveau des informations sectorielles, c'est vrai qu'aussi on peut avoir dans certains cas des modifications de la formation sectorielle, puisque vous avez revu un peu, en période de crise, vous avez revu vos secteurs, vous avez revu vos activités, donc de bien faire attention si vous avez des changements, de bien les discloser. Les événements postérieurs à la clôture de l'exercice, c'est le même principe que pour les comptes annuels. Donc, c'est des points d'attention, mais je dirais qu'il n'y a pas de spécificité IAS 34, hein. Et au niveau de la présentation des états financiers, donc de bien faire attention entre cohérence au niveau si vous placez par exemple dans votre compte de résultat des éléments non récurrents, de bien être attentif à ce qu'ils soient cohérents avec ce que vous faites pour la présentation des comptes annuels. Présentation courant, non courant, bah, c'est le problème notamment des covenants, hein, si vous avez des covenants. Alors, la problématique des covenants, c'est toujours à la date d'arrêté, hein. Donc, si vous n'avez pas cassé votre covenant à la date d'arrêté, il y a pas nécessairement un changement en termes de présentation. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Et donc, au niveau des notes annexes, être le plus précis par rapport au contexte économique sur les différents jugements et les hypothèses que vous avez retenus. Voilà. Dernier point. Alors, les risques climatiques, on en avait déjà parlé l'année dernière. Bon, je dirais que vous savez tous que il y a une très forte pression sur les enjeux de développement durable avec, on a vu l'IASB a sorti la semaine dernière, où il y a 15 jours, des normes de présentation en matière environnementale. Donc, on voit qu'il y a il y a une forte pression. Bon, elle est pas nécessairement liée à cette clôture au 30 juin, mais il y a une évolution par rapport à ça. Donc, la nécessité d'une cohérence entre les objectifs climat et les politiques comptables, hein. C'est-à-dire, si vous dites ah bah je vais plus polluer et donc je vais arrêter mes activités, donc il faut bien je vais arrêter telle ou telle activité, il faudra bien en tenir compte
au niveau, des conséquences comptables, c'est-à-dire amortir plus vite certaines, certains actifs, revoir vos plans, les durées de vie, ou sur lesquels on avait des durées de vie limitées, se poser la question des limites ou les choses comme ça. Donc tous ces éléments-là, les passifs de démantèlement, tous ces éléments-là, doivent également être pris en compte, au niveau de votre arrêté, semestriel, hein. Prise en compte des incertitudes liées au risque climatique au niveau des flux prévisionnels, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a certaines entreprises ont eu tendance à intégrer au niveau des taux d'actualisation, heu, un risque climatique. Heu, Nous sommes beaucoup à penser qu'il est préférable de tenir compte au niveau des flux prévisionnels de ces risques climatiques et non pas intégrer, un pourcentage au niveau des taux d'actualisation. Et revoir certaines hypothèses, notamment au niveau du coût carbone, hein. J'étais à une conférence la semaine dernière avec l'AMF, qui insistait beaucoup sur la nécessité du coût carbone et des coûts de l'énergie et des impacts que ça peut avoir. Voilà, c'était rapidement, dresser, ce panorama, des difficultés qui peuvent, se présenter au niveau de la clôture, hein. Je dirais qu'il y a pas de il y a pas quel c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ça change un petit peu l'esprit de cette clôture, semestrielle par rapport à ce qu'on a pu connaître, un peu dans le passé, hein. Alors, on va passer maintenant à des choses plus concrètes peut-être et donc les nouveaux textes obligatoires en 2023. Alors, au niveau, de 2023, les nouveaux textes qui sont pour l'instant d'application obligatoire, on verra tout à l'heure, y peut-être, quelques changements qui peuvent intervenir, notamment, au niveau de l'IAS 12, mais donc les nouveaux textes, qui sont, applicable. Alors je vous ai dit, hein, IFRS 17, nous n'en parlerons pas, donc c'est la norme sur les assurances, hein, donc qui est d'application obligatoire à partir du 1er janvier 2023 et l'amendement IFRS 17, donc nous en parlerons pas. Donc on a 3 amendements, un amendement IAS 1, un amendement donc présentation des états financiers, 8 c'est sur les méthodes comptables et 12 c'est sur les impôts. Donc je vous propose de passer à ces 3 amendements. Donc l'amendement, IAS1 qui concerne les informations à fournir au niveau des méthodes comptables, hein. Donc l'objectif de cet amendement, c'est identifier les informations qui soient vraiment utiles sur les méthodes comptables. Alors c'est vrai qu'on on a connu, on connaît, on a connu et on connaît tous certaines entreprises, qui ont tendance à recopier, directement l'intégralité des normes IAS, IFRS, dans leurs annexes. L'objectif donc de cet amendement, c'est désormais que les entreprises doivent fournir une information sur les méthodes comptables significatives, donc Material Accounting Policy Information, au lieu des principales méthodes comptables. Hein, c'est Significant Accounting Policy. C'est vrai que cette notion de principale méthode comptable, bah, c'était un petit peu un fourre-tout, où on mettait tout sans forcément qu'il y ait une logique, une cohérence et une graduation par rapport à leur importance. Donc selon l'IAS1, une information est significative si on peut raisonnablement s'attendre à ce que son omission, son inexactitude ou son obscurcissement, c'est important, hein, obscurcissement, ça veut dire que si vous noyez une information importante dans un flot, d'informations qui sont non importantes, eh bien, ça peut avoir un impact négatif, donc influence les décisions sur les principaux utilisateurs des états financiers qui se fondent sur l'information générale. Donc vous voyez que l'information significative, c'est une information, qui va, générer un changement de comportement au niveau des utilisateurs des comptes et au niveau des méthodes comptables, donc les informations sur une méthode comptable sont significatives si, lorsqu'on les prend en considération conjointement avec d'autres informations contenues dans les états financiers, ce qui est souvent le cas, hein, puisqu'on va avoir les méthodes comptables et puis les données chiffrées relatives à ces éléments, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur ces états financiers. Donc, on passe, Léa.
Voilà. Donc en pratique, ça veut dire que les méthodes comptables qui se rapportent à des transactions, à d'autres événements ou à des conditions qui ne sont pas significatifs sont de ce fait non significatives et il n'est pas nécessaire de fournir des informations à leur sujet. Ça veut dire que transaction non significative, la méthode comptable qui est liée à cette transaction sera considérée comme étant non significative. Inversement, les méthodes comptables se rapportant à des transactions qui sont significatives ne constituent pas toujours des méthodes comptables significatives, mais vraisemblablement, on a quand même souvent une certaine, un certain lien entre les transactions significatives et les méthodes comptables qui sont significatives. Mais certaines, les transactions peuvent être significatives. Je pense par exemple à des achats qui sont forcément significatifs, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément des difficultés importantes de traitement comptable de ces achats. Donc c'est pour ça que la norme ne précise que c'est pas forcément significatif ou pas. Et donc, la méthode, ce que dit quand même la norme et c'est ce qu'il faut que vous reteniez, hein, c'est qu'une méthode comptable est significative lorsque des informations la concernant sont nécessaires à la compréhension d'autres informations significatives dans les états financiers et donc notamment, donc en cas de changement de méthode comptable, donc ça semble évident, mais c'est bien de le rappeler. Lorsqu'il existe plusieurs options, donc ça veut dire que vous avez plusieurs options possibles, dites sur laquelle vous avez opté, parce qu'autrement, et l'utilisateur, il va pouvoir apprécier les états financiers par rapport à cette option. Dans le cas où vous avez une méthode propre à l'entreprise, ou dans le cas où l'absence de normes IFRS spécifiques ou, dans certaines sur certaines activités où vous pouvez avoir, des normes incomplètes et se référer, par exemple, je pense à l'industrie, oil and gas où on se réfère des fois aux normes américaines. Dans le cas où il y a des jugements et des hypothèses importantes et dans le cas où la traduction comptable est complexe, je pense par exemple à certains instruments financiers ou choses comme ça. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Pardon? Hein, donc clairement, faut être très il va falloir revoir un petit peu, heu, au niveau de au niveau de vos de la de comment vous présentez vos états vos méthodes les méthodes comptables que vous utilisez, heu, dans vos états financiers par rapport à cet amendement IAS 1, c'est-à-dire de bien voir ce qui est significatif, ce qui est pas significatif et donc à ce titre, se poser la question et notamment à l'aune des changements ou des options, des choses comme ça. Alors, petit rappel quand même, faites attention, certaines normes peuvent imposer que vous disclosiez la méthode, certaines là, c'est on parle de IAS 1 qui est la norme de présentation générale. Certaines normes peuvent demander que vous disclosiez expressément certaines méthodes comptables. Donc faites bien attention, par rapport à tout ça. OK. Alors l'autre, amendement, donc vous voyez qu'on n'est pas quand même sur des nouvelles normes, hein, on est quand même sur des amendements qui sont quand même relativement, dont l'impact peut être relativement limité, qui est la définition d'une estimation comptable, hein. L'objectif, c'était donc de faciliter la distinction entre ce qui est une méthode comptable et ce qui est une estimation comptable. Alors, vous voyez je vous ai mis en comparaison l'ancienne définition, la nouvelle définition, hein, et vous voyez qu'on avait quelque chose d'assez long, auparavant. Donc maintenant, les estimations comptables sont des montants des états financiers qui comportent une incertitude d'évaluation, ce qui est quand même une version assez large de la définition. Donc si on passe Léa. Alors, donc ce qui veut dire que les estimations comptables impliquent nécessairement le recours à des jugements et des hypothèses basées sur les dernières informations disponibles et fiables. C'est vrai que, c'est en fonction de l'évolution de ces dernières informations disponibles et fiables qu'il peut y avoir des changements d'estimation comptable. Alors, petit rappel, hein, il peut s'agir de données non monétaires, hein. C'est pas parce que, par exemple, ça peut être le cas où vous avez, l'amortissement qui est basé sur des unités de production et donc l'évolution des unités de production qui sont des données non monétaires peut justifier un changement d'estimation comptable. Alors au niveau de la norme, il y a quelques exemples qui vous permettront de vous situer, notamment,
une correction des valeurs pour perte au titre des pertes de crédit, des expected credit losses, donc IFRS 9. Donc, si vous changez votre modèle de détermination des pertes attendues, sauf correction d'erreur, mais bon, nous n'en sommes pas là. Donc, à ce niveau-là, ça sera bien un changement d'estimation comptable. De la même façon, la valeur nette de réalisation des éléments de stock, ça sera un changement d'estimation comptable. La juste valeur, donc en vertu d'IFRS 13, d'un actif ou d'un passif, ça sera toujours également un, un changement d'estimation comptable. La charge d'amortissement d'une immobilisation corporelle, on évoquait ce cas tout à l'heure, dans le cas où, par exemple, bah, vos évolutions de production font que vous avez un ralentissement et que vous ralentissez le rythme d'amortissement, ça sera toujours un changement d'estimation comptable. Une provision pour obligation de garantie, selon 37, ça sera pareil, un changement d'estimation comptable. Donc les effets d'une estimation comptable et d'un changement des données d'entrée ou d'un changement de technique d'évaluation. C'est-à-dire, si vous changez par exemple votre modèle d'évaluation, ça sera toujours considéré comme étant une estimation comptable. Et donc, à ce titre, au niveau comptable, ça sera toujours un traitement prospectif et donc pas un changement de correction. Voilà. Passe suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors, l'amendement IAS 12, alors c'est pareil, c'est un amendement, à mon sens, notamment au niveau des comptes français, de portée assez limitée, hein. C'est le cas de savoir comment on doit traiter les impôts différés qui sont rattachés à des actifs et des passifs issus de la même transaction. Alors, euh, les exemples frappants qu'on peut avoir, c'est dans le cas des contrats de location, où on va constater un droit d'utilisation, un right of use à l'actif, et on va constater une dette au passif du même montant au moment de au moment de la comptabilisation initiale, hein. Après, bon, il va y avoir tout le traitement il va pouvoir varier. C'est pareil ou également quand on a des actifs et des passifs de démantèlement. Là où vous comptabilisez un actif de démantèlement, vous allez constater une provision pour démantèlement au passif. Et donc, à la comptabilisation initiale, se posait la question de savoir est-ce qu'il faut comptabiliser des impôts différés ou pas. Alors, avant l'amendement de la norme IAS 12, je vous rappelle on a une exemption de comptabilisation initiale d'un impôt différé lorsque la différence temporelle est générée par la comptabilisation d'un actif ou d'un passif qui n'affecte ni le résultat comptable ni le résultat fiscal à la date de transaction. Vous allez me dire que c'est une, une- une- une définition assez complexe. Si on prend un exemple que tout le monde connaît, c'est-à-dire que quand vous achetez euh, une immobilisation amortissable, qui va, elle, générer un amortissement qui sera déductible au niveau de votre compte de résultat et au niveau de votre impôt, bah, vous ne comptabilisez pas d'impôt différé, hein. Donc, c'est bien l'exemption. L'exemption, on l'applique tous de façon naturelle dans le cas d'une acquisition d'immobilisation. Alors, le problème était de savoir est-ce que oui ou non cette exemption s'applique quand on a un actif et un passif simultanés, ou actif de démantèlement. Donc la norme a été amendée pour tenir compte de ce problème-là. Donc ce qui a été dit, c'est que maintenant on doit avoir l'actif génère un impôt différé, le passif génère un impôt différé. Dans des sens forcément différents, hein. Euh, mais il doit y avoir la comptabilisation simultanée à la fois de l'actif, du passif et de l'impôt différé qui est lié à l'actif et au passif. Alors, sur le principe, c'est très satisfaisant. Ce qu'il faut voir, c'est quand même que à partir du moment où souvent on est, alors je parle de la législation fiscale française, hein, heu, dans comme on a souvent la possibilité de compenser, hein, à partir du moment où on va payer au même endroit, on va avoir la possibilité de compenser et qu'on va avoir le même montant, ça va pas changer grand-chose, hein. Ça peut être le cas dans certains, je pense que peut-être dans certaines juridictions ou pour certaines, ou pour certains,
Certaines, par exemple, les provisions pour démantèlement sont peut-être pas toutes déductibles selon leur nature, donc il y a peut-être des impacts dans certains pays, hein, mais bon, c'est quand même d'application relativement limitée et de l'application rétrospective simplifiée au premier jour de la période comparative présentée des actifs et des passifs, hein. Donc, je vous dis, c'est quelque chose d'assez compliqué en soi, mais relativement limité en termes d'application. Léa? Alors, au niveau des textes non encore applicables. Alors, on a, heu, on a 2 amendements qu'on avait déjà évoqués l'année dernière, qui sont l'amendement IAS 1 et l'amendement IFRS 16. On va revenir rapidement sur ces 2 points. Par contre, il y a 2 textes, qui me semblent plus importants, qui sont l'amendement, IAS 7, IFRS 7 sur les accords de financement des fournisseurs, parce que ça nous a posé pas mal de problèmes et la problématique du pilier 2 OCDE. Donc rapidement, amendement IAS 1, là, voilà, c'est le classement des dettes avec covenant. La question, c'était de savoir si, vous avez un bris de covenant, entre la date de clôture et la date d'arrêté, est-ce qu'on doit en tenir compte ou pas? Donc la réponse est claire, nette, c'est seuls les covenants auxquels la société est tenue de se conformer à la date de clôture ont une influence sur le classement courant, non courant. Donc, on en parlait aussi également pour la clôture, au 30 juin, hein. C'est bien la situation à la date de clôture. Si vous avez brisé, votre covenant, avant le 31 décembre, eh ben, vous devez en tenir compte. Si le bris de covenant intervient postérieurement à cette date de clôture, vous ne devez pas en tenir compte au niveau de la présentation courant, non courant. Évidemment, une, heu, une information en annexe peut quand même s'avérer, importante, hein. Mais bon, en termes de classement, on n'a pas de trucs, hein. On n'a pas d'éléments. Autre point donc, qui est un point très spécifique également qui concerne, les cessions de les leasebacks, hein, cessions de bail, c'est leaseback avec des loyers variables non basés sur un indice ou sur un taux. Alors la problématique, je vous rappelle que, selon IFRS 16, on n'a pas la possibilité de valoriser un droit d'utilisation et une dette, dans le cas on est basé sur des loyers variables, heu, non mais dont la variabilité n'est pas dépendant pas d'un indice ou d'un taux, hein. Si vous avez une location avec, le l'indice de coût de la construction, ça ne s'applique pas. Mais c'est par exemple dans le cas où vous avez des loyers variables basés sur le chiffre d'affaires, ce qu'on connaît assez souvent dans certains centres commerciaux, où vous avez le loyer qui est basé sur le chiffre d'affaires. Donc à ce titre, on n'a pas à traiter selon l'IFRS 16, donc actifs et dettes, on n'a pas à traiter ces opérations comme étant, un actif et une dette. On comptabilise simplement le loyer en charge opérationnelle. Alors la problématique qui se posait, c'était dans le cas où on faisait, un leaseback, et que à la suite de ce leaseback, le bâtiment le bien était loué, mais avec des loyers variables. Donc on se retrouvait à comptabiliser l'intégralité du profit, ce qui était pas forcément ce qui était, désiré et voulu, hein. Donc, alors, la norme a prévu, on rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais la norme a prévu, des règles spécifiques dans ce cas-là, donc c'est vraiment un cas, particulier, hein, de comment évaluer le passif, comment évaluer et comment ajuster en fonction des loyers et tout ce qui est différence entre ce qui était attendu et ce qui est payé va directement au résultat et ça permet également de calculer la partie, selon les cas, de calculer la partie du résultat qui peut être comptabilisée, comme telle, au moment de la cession et avant la cession de bail. Voilà, donc c'est très très spécifique, mais sachez que ça existe quand même si vous êtes dans ce cas-là. Alors, autre amendement et là qui est plus intéressant à mon sens, ça concerne tout ce qui est, accord de financement accords de financement avec les fournisseurs, ce qu'on appelle les opérations de reverse factoring. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête?
C'est des donc, dans le cas, d'une opération de reverse factoring, bon, dans le cas du facteur habituel, je dirais que l'entreprise, travaille avec son fournisseur, mais n'est même pas forcément au courant que son fournisseur, a cédé la créance. Là, on est dans le cas où c'est le client, donc qui va organiser directement, pour le compte de ses fournisseurs, le factoring. Donc ça veut dire que dans le cas où le client va acheter, heu des biens ou des services auprès du fournisseur, le fournisseur va être payé directement, mais par une banque ou par une institution financière, et en revanche, l'entreprise va payer à une date ultérieure avec un délai, je dirais traditionnel, directement à la banque, hein. Donc vous voyez que là, c'est pas du tout, c'est pour ça qu'on appelle ça reverse factoring, parce que c'est pas du tout le fournisseur qui organise directement son factoring. Le factoring est organisé par le client. Alors il y a plusieurs avantages, hein, parce que c'est surtout les grosses entreprises qui font ça. Heu, pour le client, ça lui permet de gérer, l'escompte versus les intérêts, hein, parce qu'il va dire: «Puisque vous êtes payé, comptant, ben, vous me faites un escompte», et il va, à l'inverse, il va payer des intérêts peut-être pour un taux inférieur à la banque. Il peut négocier des délais de règlement qui ne sont pas forcément des délais de règlement, juridiques, avec la banque. Et puis pour le fournisseur, ça lui permet souvent de bénéficier des conditions financières meilleures, il va bénéficier des conditions financières du client, hein, qui est souvent une grosse entreprise, donc avec des meilleures conditions financières que si lui, il était tout seul à négocier avec le factoring. Donc c'est des opérations qu'on commence à avoir sur le marché et qui posent quand même pas mal de problèmes, c'est-à-dire, hein, pas mal de problèmes en termes de à la fois de présentation. Est-ce que c'est une dette financière ou est-ce que c'est une dette fournisseur pour l'entreprise? Et comment on va gérer ça, au niveau du tableau de flux de trésorerie, donc selon la norme IAS 7, hein. IAS 7, c'est pour le tableau de flux de trésorerie. IFRS 7, c'est pour le problème de la présentation des instruments financiers. Alors, ce qu'il faut voir, et c'est là également toute la difficulté de ce type d'opération, bah, de la même façon que pour le factoring, où on sait qu'on a souvent quelquefois, des difficultés à traiter entre le factoring déconsolidant et le non déconsolidant, il n'y a pas de réponse automatique, ça dépend aussi du contrat tel qu'il est fait. Alors, les amendements de la norme IAS 7, IFRS 7 ont été publiés le 25 mai 2023 et indiquent il n'indique pas le traitement comptable en tant que tel, hein, puisque c'est ce que je disais tout de suite, le traitement comptable dépend des faits et circonstances et non pas, c'est pas une règle générale. Par contre, ce qu'a prévu les amendements IAS 7 et IFRS 7, c'est des informations spécifiques à fournir en annexe par rapport à ça. Alors, cet amendement est applicable à partir du 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption, UE, avec une application anticipée possible, hein. Alors, s'il te plaît, Léa. Alors, donc, les informations à communiquer en annexe, une description, des termes et conditions des accords de financement, les informations suivantes, hein, valeur comptable des passifs qui font l'objet et qui restent dans les comptes fournisseurs, les accords entre guillemets «déconsolidants», c'est dans lequel vous avez transféré la dette fournisseur en dette financière, donc avec les impacts au 1er janvier et 31 décembre, hein. La fourchette des dates d'échéance et de la nature des effets des modifications, de trésorerie, des choses comme ça. Donc alors, slide suivante, s'il te plaît. Alors là, l'IASB a eu la gentillesse de nous fournir un exemple, alors qui a été traduit par mes soins, hein, donc qui présente un peu les informations qui sont nécessaires d'être présentées
dans le cadre de ces accords, hein. Donc là, on voit donc là, il y a 2 types d'accords, le type A et le type B. Donc on suppose que le type A, c'est ceux qui restent en fournisseur, le type B, c'est ceux qui sont transférés en dette financière, avec les échéanciers, hein, donc qui présentent, la différence qu'on peut avoir, entre les, heu entre les conditions qui sont accordées dans le cadre de ce reverse factoring par rapport aux conditions habituelles. Donc ça permet de voir un peu les impacts que ça peut avoir. Donc ça, c'est en termes de présentation, donc IFRS 7. Et donc l'exemple, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et là, ça présente les impacts que ça va avoir en vertu de la norme IAS 7 sur le tableau de flux de trésorerie. C'est-à-dire quelles sont les opérations, les transferts de dette fournisseur à dette financière et quels sont les impacts en termes de trésorerie qu'on va avoir puisque on est dans le tableau de flux de trésorerie, on va passer de la trésorerie opérationnelle, hein, aux opérations financières. Donc, quel va être l'impact de ces opérations-là, hein? Donc, vous voyez que c'est quand même des opérations relativement complexes à traiter et à analyser. Alors, je vous répète, hein, donc applicable 1er janvier 2024. Si vous êtes concerné par ce type d'opération, pensez bien à anticiper puisque vous voyez que les informations, vous allez avoir besoin des informations au 31 décembre 2023. Il n'est pas toujours facile en plus avec des facteurs d'avoir, le montant des dettes transférées, et des dettes non transférées. Donc anticipez si vous êtes concerné, anticipez quand même le suivi de ces informations. S'il te plaît? Alors, amendement IAS 12. Donc IAS 12, je vous rappelle, hein, c'est la norme sur les impôts financiers. Alors, c'est dans le cadre, des règles OCDE, donc il y a eu pilier 1, pilier 2, il va y avoir pilier 3, donc sur, les règles OCDE au niveau mondial. Alors c'est intéressant quand même de situer, situer le texte de l'OCDE. Donc en octobre 2021, plus de 135 juridictions de l'OCDE, hein, donc ça, ce qui représente plus de 90% du PIB mondial. Donc on voit que c'est quand même relativement significatif, ont mis en place une réforme fiscale internationale majeure basée sur 2 piliers. Donc le pilier 1, donc, qui vise à assurer une répartition plus équitable des bénéfices et des impôts entre les pays. Et le pilier 2 qui vise à garantir que les grands groupes multinationaux paient au moins le taux minimum de 15% sur les revenus générés dans les juridictions dans lesquelles ils opèrent. Donc on a une double obligation, hein. Alors le pilier 2, alors volontairement j'ai simplifié parce que c'est vraiment très compliqué, je suis même pas sûr de pouvoir tout, je suis pas sûr je suis sûr de ne pas pouvoir tout vous expliquer. Mais bon, il y a un certain nombre de mécanismes de base. Il y a 4 mécanismes de base qui conduisent à ce qu'on appelle une top-up tax. Hein, que les pays, alors les pays peuvent choisir entre les 4 mécanismes en fonction d'un certain nombre de choses. Ils peuvent cumuler les mécanismes, c'est très compliqué. Il revient donc à chaque pays de décider de la façon dont ils vont implémenter, cette taxe en choisissant parmi les 4 mécanismes proposés. Alors, la plupart des juridictions devraient adopter ce texte en 2023 pour une application en 2024. Heu Pour ce qui est de la France, c'est prévu au deuxième trimestre 2023, mais je pense que c'est plutôt au troisième trimestre 2023. On a d'autres problèmes à traiter actuellement. Mais ça devrait être appliqué. Attends, tu laisses ah, ça laisse, ça laisse quelque chose ça devrait être appliqué assez vite. Alors pour l'instant, il y a que à ma connaissance, il y a que la Corée et le Japon qui ont déjà adopté, mais tout le monde devrait l'adopter, courant de cette année pour être d'application 2024, hein. Donc ce qui veut dire, là tu peux passer, voilà. Donc qui est concerné? Ça concerne les groupes multinationaux qui dépassent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau consolidé, hein, donc c'est pas énorme, hein, ou au minimum qui l'ont dépassé 2 fois au cours des 4 dernières années. Mais alors ce qui veut dire que ça, c'est le premier truc, vous faites plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous devez appliquer ce mécanisme et les groupes devront déterminer
ETR, c'est un effective tax rate, pour chaque juridiction dans laquelle ils opèrent selon les Global Anti-Base Erosion. Donc ça veut dire que vous allez être amené à déterminer entre guillemets un résultat fiscal spécifique par rapport à ces règles qui seront éloignées des règles euh, des règles locales, hein. C'est-à-dire vous allez déterminer un effectif tax rate et quand cet effectif tax rate est inférieur à 15%, bah, vous êtes redevable de la différence. Si par exemple vous avez un effectif tax rate pour le pays X à 12%, bah, vous êtes redevable de 3% pour monter à 15%. Hein. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même un dispositif. Alors là, je l'ai volontairement, comme je le disais, volontairement simplifié, mais c'est d'une complexité, vous pouvez l'imaginer, une complexité absolue. Hein. Alors, ce qui veut dire que après, Léa, s'il te plaît. Alors, ce principe de la top-up tax là, c'est différent de la plupart des mécanismes de taxation des bénéfices, puisqu'on est sur sur un différentiel de taux. D'habitude, on sait que on a un taux d'impôt de 25%, on va calculer nos impôts différés à 25%. Là, on est sur un taux à différentiel de taux. Hein. Donc, ce qui veut dire que tous les gens qui font des IFRS se sont interrogés au regard, notamment au niveau des impôts différés. Bon, au niveau de l'impôt exigible, il sera payé, donc ça ne pose pas de problème. Mais la problématique qu'on a, c'est au niveau des impôts différés. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des actifs qui vont avoir une valeur fiscale locale, mais vous allez avoir des actifs qui vont avoir une valeur fiscale qui peuvent être différente au regard des règles Global Erosion. Hein. C'est la même chose pour les passifs. Alors, est-ce que ces règles, ces différences vont générer des différences temporaires? Comment tenir compte du taux de top-up tax sur quelque chose de différé, puisque c'est pas parce que vous avez payé 3% cette année que vous allez payer 3% l'année prochaine. Donc, il y a énormément de difficultés, de questions qui sont très très complexes à traiter et dans les temps impartis, ça nous posait problème. Alors, ce qu'a décidé l'IASB et de façon, je pense, tout ce qu'il y a de plus raisonnable, ils ont décidé d'amender IAS 12 avec effet immédiat afin de mettre en place une exception temporaire à l'application des règles applicables à la top-up tax. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a des impôts différés ou pas sur pour l'instant. Alors, s'il te plaît, Léa. Alors, on a une exception temporaire dont la durée pour l'instant n'est pas définie. Hein. C'est pas le temps qu'on va avoir ça à la comptabilisation des impôts différés. On a une information, par contre, on aura à mettre en annexe une information sur la charge d'impôt courant liée à la top-up tax. Et pendant la période transitoire, on doit donner un certain nombre d'informations. Donc, vous voyez quelque chose d'assez simplificateur par rapport à toutes les difficultés qu'on aurait pu avoir s'il fallait comptabiliser des impôts différés selon l'IAS 12 par rapport à ces règles globales-là. Donc, ce qu'il en est. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que le fait que cette exception, elle est temporaire, ça ne veut pas dire il va falloir quand même se poser la question si vous êtes concerné. Hein. Et donc, ça veut dire si vous avez des filiales à l'étranger, notamment dans certains endroits, et, si vous avez des taux inférieurs à 15%, il faudra vous poser la question de savoir est-ce que c'est dû ou pas. Avec les règles de globe, hein, je répète, ce n'est pas les règles locales qui s'appliquent, c'est les règles générales, donc sur lesquelles on n'a pas tout à fait les mêmes principes. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, c'est pas parce qu'on a cette exception qu'il ne faut pas se poser la question dès maintenant de savoir quelles vont être les conséquences. Alors, deux points qui me semblent importants sur ces éléments, sur ces points-là. Le FASB, donc le normalisateur américain, qui avait la même problème. Eux, ils ont réglé le problème. Ils ont dit qu'il y avait pas, que compte tenu de la nature de cette taxe, il n'y aurait pas d'impôt différé dessus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Deuxième point, ça concerne donc les gens qui seraient concernés en France, hein, qui seraient concernés par cette taxe.
qui dépasse les 750 millions. Il y a des nouvelles règles qui sont applicables en matière d'information sur les taux d'impôt qui doivent être mis dans le rapport de gestion, hein. Donc c'est une règle qui est sortie il y a 15 jours, mais qui est un peu liée à ces éléments-là, hein. Voilà. Et donc, Léa, donc texte définitif, donc, qui a été publié le 23 mai, donc on est à jour. L'application applicable immédiatement et obligatoirement. Donc, information en annexe de requise pour les comptes intérimaires clos jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, on peut passer entre guillemets à l'as. Alors, se pose quand même le problème que cet amendement n'a pas été adopté par l'Union européenne. Alors, il devrait être adopté par l'Union européenne avant le 31 décembre. Ça veut dire qu'il sera applicable au 31 décembre. Et donc, on sera entre guillemets couvert par cette adoption. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que au 30 juin, normalement, on ne peut pas appliquer cet amendement IAS 12 dans les comptes. Ce qui veut dire qu'on devrait calculer des impôts différés, puisqu'on n'a pas on n'a pas l'amendement au niveau des textes européens qu'on aura au 31 décembre. Donc, alors, il y a un certain consensus de place sur Paris, hein, qui s'est décidé, comme quoi on pourrait anticiper au niveau des comptes 30 juin cet amendement, et anticiper l'amendement, il est paru, mais c'est l'adoption par l'Union européenne qui a pas été faite. Et donc, pour tenir compte sur la base du paragraphe 10 de la norme IAS 8 sur les méthodes comptables, de dire qu'on pourrait justifier sur la base de ça qu'on n'applique pas l'amendement, compte tenu du fait que, je vous disais, les Américains disent qu'il n'y a pas de, l'analyse des Américains dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'impôt différé, que vraisemblablement, selon toute vraisemblance, donc l'amendement sera adopté par l'Union européenne. Donc on voit mal calculer quelque chose au 30 juin qu'on n'appliquerait plus au 31 décembre. Donc globalement, je dirais que l'aspect pratique prévaut sur l'application des textes. Et donc à ce titre, il est possible d'anticiper sur la base d'IAS 8, d'anticiper cette adoption de trucs. Donc vous voyez quelque chose de très compliqué, hein, et qui va bien nous occuper dans les mois et dans les années à venir, je pense. Et Léa, alors quelques mots sur la réforme des retraites. Alors, je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler que on a une réforme des retraites, donc avec un certain nombre de mesures, et dont la principale mesure, donc l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour avoir un taux plein, passage progressif de 62 à 64 ans de l'âge minimum légal de départ à la retraite. Hors problématique des carrières longues, donc je vous dis, on ne va pas rentrer dans le fond de la loi. La problématique, c'est de savoir comment on traite ce changement. Alors, est-ce que c'est une modification de régime? Et donc, si on est dans le cadre d'une modification de régime, on doit traiter intégralement le changement en résultat, selon l'IAS 19. Est-ce que c'est un changement d'hypothèse actuarielle? Dans ce cas-là, les impacts de ce changement seraient à traiter en OCI et non pas en résultat. Donc, il y a quand même une petite différence qui peut quand même avoir son impact, hein. Alors, il y a un certain je veux dire il y a un certain consensus sur la place, notamment au niveau des bigs, hein, de considérer ça comme étant une modification de régime et donc à traiter en intégralité en résultat, ce qui a été confirmé par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et je dirais approuvé puisque c'était dans le cadre d'une conférence la semaine dernière avec la CNCC auquel participait l'AMF. L'AMF a validé d'une certaine façon le fait que c'était à considérer comme étant une modification de régime. Alors, j'attire votre attention quand même sur, bon, c'est une position, hein. Il y avait une position de la CNCC en 2008 qui était
dire que les 2 pouvaient être acceptés, mais que ça supposait qu'on applique de façon homogène, hein. C'est-à-dire si, par exemple, si vous êtes dans le cas où en 2008, c'était les dernières modifications qui avaient eu lieu, vous avez traité ça comme un changement d'hypothèse actuarielle, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut continuer de le faire comme ça, donc de se reposer la question. En 2002 ou 2000, les lois Fillon en 2002, on avait eu une position en France du comité d'urgence du CNC, du CNC, à l'époque c'était avant la ANC, qui avait dit que c'était une modification de régime. Donc vous voyez que c'est pas, il y a un certain nombre de cabinets d'actuaires sur Paris qui considèrent que c'est un changement d'hypothèse actuarielle, hein. Et sachant que quand l'IFRIC avait été interrogé sur ce point, ils n'avaient pas voulu sur savoir comment traiter un changement d'hypothèse des conditions qui venaient d'une décision gouvernementale, ils n'avaient pas voulu se prononcer sur le principe, hein. Donc, dire, moi, je pense que la modification de régime est le plus simple à traiter. Je pense qu'il faut, si vous êtes concerné, en fonction de ce que vous aviez fait en 2008, si vous arrivez à retrouver la trace de ce que vous aviez fait en 2008, je pense que les deux possibilités pourraient à la rigueur se justifier à discuter avec vos auditeurs, bien évidemment. OK. Alors, faut savoir aussi de quoi on parle, hein, parce que l'impact sur le montant des engagements sur les indemnités de fin de carrière, hein, on a un double effet qui a tendance à s'opposer. On a un effet à la hausse puisque l'augmentation, l'indemnité, du fait qu'on aura 2 années supplémentaires, bah, l'indemnité, elle tiendra compte à la fois du dernier salaire qui aura augmenté, et puis on a des effets, souvent des effets de seuil avec les conventions collectives, hein, sur lesquelles on aura peut-être une indemnité qui sera supérieure. Donc, on aurait la hausse, une hausse. En revanche, on a des effets à la baisse, on a une diminution de la probabilité de présence, puisque les gens, au cours de ces 2 années, malheureusement, peuvent décéder ou partir, donc on a une diminution de la probabilité de présence. On a des effets d'actualisation qui peuvent être significatifs sur ces 2 ans, compte tenu des taux qu'on a vus tout à l'heure, et on va linéariser la charge sur une durée plus longue. Donc globalement, on n'a pas des grosses variations, hein. Selon les conventions collectives, les études qui ont été faites, on aurait une diminution plutôt de l'ordre de 0 à 3 %, mais ça dépend effectivement de votre population et des hypothèses actuarielles retenues. Donc bon, ça c'est statistique, hein, donc on est plutôt sur une baisse entre 0 et 3 %, mais vérifiez quand même bien ce point, et à la fois au niveau du montant et au niveau du traitement. OK. Bien. Alors, il peut y avoir aussi des impacts sur des autres engagements, hein, puisque là, je parlais des indemnités de fin de carrière. Il peut y avoir un impact à la hausse si vous comptabilisez les provisions si vous avez des médailles du travail, hein, donc avec un effet à la hausse. Sur ce qui est des pré-retraites, normalement, ça devrait avoir un effet à la hausse, mais compte tenu du fait qu'on a un effet de progressivité sur la réforme, ça ne va pas s'appliquer immédiatement. Donc les gens qui sont en pré-retraite, ils seront vraisemblablement partis en retraite, ils sont vraisemblablement dans les effets de progressivité, donc il ne devrait pas y avoir d'impact. Sur les retraites chapeaux, c'est très, 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 très variable, hein, selon les régimes. Donc faites attention à ce point-là. Normalement, ça ne devrait pas être, pardon, très significatif. Il n'empêche quand même qu'il faut regarder parce que ça dépend de la population, ça dépend des conventions collectives, ça dépend de vos hypothèses pour voir un peu le point. Voilà. OK. Alors, une décision de l'IFRIC qui a été prise. On n'a pas beaucoup de décisions. L'IFRIC a reporté beaucoup de décisions, mais n'a pas pris beaucoup de décisions définitives. Il y en a une qui a été prise cette fois-ci, s'il te plaît, Léa.
Voilà, qui concerne les contrats de location avec droit de substitution. Alors, ce qui a été, ça a été dans l'IFRIC Update 3/2023, si vous allez au bout. Alors, le cas examiné, puis après on discutera. Donc, c'est le cas, là, c'est la société qui a conclu un contrat de 10 ans avec un fournisseur pour l'utilisation de 100 batteries similaires qui est utilisée dans les bus électriques. Le client utilise chaque batterie avec d'autres ressources. Bon, il n'y a pas de des bus, hein. Le fournisseur a la capacité pratique de substituer les batteries pendant toute la durée du contrat. Ça veut dire qu'il peut changer, et c'est ça qui posait problème. Si une batterie devait être remplacée, le fournisseur serait tenu d'indemniser le client pour toute perte de revenus ou tout coût encouru pour la substitution. Et à la date de conclusion du contrat, ça veut dire que le contrat, il y avait déjà des batteries dans les bus, hein, on s'attend à ce que le fournisseur ne bénéficie pas économiquement du remplacement d'une batterie utilisée depuis moins de 3 mois, mais qu'il puisse bénéficier du remplacement d'une batterie utilisée depuis 3 ans ou plus, hein. Ça veut dire qu'il y a déjà des batteries dans les. On a un nouveau contrat, mais on avait déjà des batteries dans les bus. Alors, vous voyez, la problématique, c'est de savoir, est-ce que la problématique, c'est de savoir, est-ce qu'on traite chaque batterie séparément ou tout le bloc, et ce qui change quand même déjà l'aspect pratique, et de savoir, est-ce qu'on peut appliquer IFRS 16 ou non, parce que je vous rappelle qu'IFRS 16 prévoit que l'utilisateur a droit bénéficie de la quasi-totalité des avantages du bien. Là, à partir du moment où ce bien peut être substitué, c'est-à-dire que le fournisseur peut venir changer la batterie, et donc c'est plus le même produit exactement du truc, est-ce que, à ce titre, IFRS 16 s'applique ou pas? Alors, l'IFRIC s'est interrogé, a passé beaucoup de temps, hein, a conclu que chaque batterie est un actif identifié et que le client doit appliquer les dispositions d'IFRS 16 pour déterminer si le contrat contient une location. Hein, le contrat de location, là, c'était un contrat pour l'utilisation, donc ça veut dire que c'est bien un contrat de location, ce qui nécessite de déterminer si pendant toute la période d'utilisation, celui-ci a le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques, c'est ce que je disais, découlant de l'utilisation de chaque batterie et d'en diriger l'utilisation, et si le contrat contient une location, en déterminer la durée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, pour chaque batterie, il y en a 100, hein, donc pour chaque batterie, dire c'est un actif et identifier s'il y a lieu, compte tenu de ce droit de substitution et de la problématique de la durée, vous devez déterminer la durée. Alors, je pense que dans le cas, on peut déterminer quand même une durée moyenne, hein, parce que compte tenu des éléments, ça serait quand même difficile à gérer. Mais on est bien dans le cas, quand bien même on a un droit de substitution, on considère que l'IFRIC a considéré que le bien était un bien en soi et qu'on avait le bénéfice du bien quand bien même il était changé, hein. Donc, ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir sur les batteries, mais je pense qu'il y a d'autres cas sur lesquels on peut avoir également des cas comme ça où on a ce droit de substitution ou pas. Donc, il faut bien faire attention. Dans ce cas-là, si on avait que la batterie, ça irait. On n'avait pas de souci. C'est ce problème qu'il change la batterie. Est-ce qu'on a toujours l'utilisation du même bien? Voilà. OK. Donc, c'est une réponse de la CNCC. Donc, c'est pas souvent que la CNCC répond à des questions IFRS. Mais c'est bon, celle-là, c'était quand même intéressant. Alors, s'il te plaît, Léa. Alors, la problématique, donc, on était dans le cas d'une provision pour locaux vacants. Donc ça veut dire que, la société, avait abandonné des locaux, pas abandonné, a déménagé en fait, et elle s'est retrouvée à payer, heu, à payer un loyer sur des locaux qui étaient inoccupés pendant une certaine durée, jusqu'à la fin du bail. Donc la société, je dirais de bon droit à constituer dans ses comptes sociaux, donc en règle française, hein, une provision pour locaux vacants. Donc cette provision couvre la période de chevauchement entre l'ancien et le nouveau bail. La question qui se pose, c'est de dire est-ce que cette provision doit être maintenue ou pas dans les comptes IFRS en vertu d'IFRS 16. Alors, ce qui est clair, c'est que les contrats de location ne sont pas visés par la norme IAS 37, donc sur les provisions, quand bien même ils deviennent déficitaires, hein, ils doivent être traités de façon différente.
mais donc la provision, ce qui veut dire qu'à partir du moment où cette provision ne rentre pas dans le cadre d'IAS 37 mais d'IFRS 16, elle doit être annulée. La société doit donc revoir de façon prospective le plan d'amortissement du droit d'utilisation en fonction de son utilisation effective. Hein, c'est-à-dire que vous devez revoir, comme on a vu tout à l'heure, les changements prospectifs, hein, un changement d'estimation prospective, et la société doit s'interroger éventuellement sur une dépréciation complémentaire en fonction de la valorisation de l'UGT dans lequel est compris le droit d'utilisation. C'est-à-dire ce droit d'utilisation, en général, il n'est pas évalué seul, intrinsèquement, un stand-alone. Il est intégré dans une UGT et donc c'est dans le cadre de l'évaluation de l'UGT qu'on pourrait avoir une dépréciation ou non de ce droit. Donc vous voyez, donc c'est quand même intéressant de cette position quand même également intéressante, puisqu'elle permet en fait de voir que, heu, un traitement le traitement qu'on connaissait également dans le avant l'IFRS 16, hein, d'avoir des provisions pour locaux vacants, bah, ces notions de provisions pour locaux vacants, dans le cadre d'IFRS 16, doivent être traitées, je dirais, par rapport à la valeur de l'actif, du droit d'utilisation et non pas, par rapport à IAS 37. Voilà, et donc, nous arrivons au dernier point, heu, qui concerne donc un exposé sondage. On a un exposé sondage en cours qui concerne donc IFRS 7, présentation des instruments financiers, IFRS 9, évaluation des instruments financiers. S'il te plaît, Léa. Alors, la réponse est pour le 19 juillet, donc c'est en cours. Si vous voulez, répondre, vous avez encore le temps. Alors cet exposé de sondage de mars 2023, pourquoi j'en parle? Parce qu'il parle de 2 choses. Il parle du classement des actifs financiers, dont les modalités contractuelles pourraient modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels, par exemple ceux qui sont assortis de caractéristiques ESG. Alors, c'est un peu ce qu'on est en train de rencontrer actuellement, des actifs et plutôt des passifs financiers avec des actifs qui sont assortis de caractéristiques ESG. C'est-à-dire si vous respectez des, vos engagements en matière de ESG, environnement, social et gouvernance, bah, vous avez un taux, de X et si vous ne respectez pas, vous avez un taux supérieur. Donc c'est vrai que ça modifie les flux de trésorerie et donc là, dans le cas des actifs, ils sont en train de réfléchir sur ce point-là. Je pense que c'est un point très particulier, heu, qui ne devrait pas avoir forcément beaucoup d'impact, mais qui pourra avoir des impacts, dans le passé. Alors le deuxième point, c'est pour ça que je vous parle de ce point-là, parce que alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu venir, qui concerne la décomptabilisation d'un passif financier réglé au moyen d'un virement électronique. Alors, pour préciser que l'entité est tenue d'utiliser la comptabilisation à la date du règlement, lorsqu'elle décomptabilise un actif financier ou un passif financier, pour permettre à l'entité de considérer un passif financier réglé au moyen des systèmes de paiement électronique comme étant acquitté avant la date du règlement si des critères précis sont respectés. Alors, tout ça vient d'une question qui avait été posée à l'IFRIC, de savoir à quelle date, quand on avait des virements électroniques, qu'on rencontre quand même assez souvent, hein, à quelle date fallait comptabiliser l'opération. Heu, alors cette position, l'IFRIC, il y avait une levée de bois vert de la part des entreprises qui avait dit: «Mais vous êtes en train de réinventer l'état», ils sont en train de réinventer l'état de rapprochement bancaire qu'on connaît tous, hein, sur lequel on a des opérations qui sont entre guillemets «en transit», et à quelle date, est-ce que c'est normal d'avoir ces opérations en transit par rapport à la norme IFRS? Alors l'IFRIC dans sa grande sagesse avait dit: «Ouh, nous ne répondrons pas à ça, nous préférons que ça fasse l'objet d'un ED, d'un exposé sondage et d'un amendement de la norme,
de la norme IFRS 7 si besoin. Ce qui est une bonne chose. Alors j'avais pas trop compris, j'avais pas trop compris à l'époque l'intérêt. Je me dis que c'est quand même relativement intéressant parce que, ça va laisser, je dirais, avoir une date d'application, alors que si ça avait été une décision EFRIC, c'était d'application immédiate. Alors, cet amendement sur les virements électroniques pourrait conduire quand même à une modification substantielle des éléments en rapprochement bancaire. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît, notamment en France, des chèques à encaisser, des chèques des chèques qu'on enregistre au moment où on fait le virement, où on fait les trucs, ça pourrait avoir des impacts quand même relativement importants en matière donc de savoir à quelle date on enregistre les virements, et donc quel serait l'impact sur la trésorerie, et sur la présentation du tableau de flux de trésorerie, bien évidemment, et sur la présentation des dettes fournisseurs et des créances clients. Donc, c'est cette question, qu'on n'avait pas trop vu, venir, risque d'avoir des impacts significatifs. Donc on attend les réponses donc, de cet exposé sondage qui sont pour le 19 juillet. Et donc, à ce titre, je pense que c'est à suivre, parce que ça pourra, malheureusement, les entreprises étaient contre cet élément-là, les auditeurs aussi, mais je dirais que ça a suivi son petit bonhomme de chemin et il est à craindre que, on ait quelques problèmes avec ce point-là. Voilà. Et donc, nous en avons fini à midi. Je me félicite, d'avoir tenu le délai par rapport à l'ensemble des informations. Je vous remercie, tous pour votre patience et votre assiduité à suivre cette présentation. Donc je me répète, si vous avez des questions, posez-les dans le chat parce que ça sera plus facile. Et il ne me reste plus donc, à vous donner rendez-vous donc, en décembre. J'ai pas encore les dates, mais, je pense qu'en nous ferons en décembre, alors à la fois sous forme de webinaire et sous forme de présentation dans certaines villes. J'ai encore pas ni les villes, ni les dates, mais suivez sur notre site, PKF Arcilon et donc vous aurez la possibilité de vous inscrire pour cette, pour, le point annuel. Donc, on reviendra un petit peu sur un certain nombre d'éléments qu'on a vus aujourd'hui et les mises à jour qui auront lieu au cours du deuxième semestre. Voilà, donc écoutez, merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à nous passer des messages. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.